Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse boursière de la société Ambev. Donc dans un premier temps, on va regarder ensemble ses fondamentaux pour savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité. Et en fin de vidéo, on utilisera un outil qui nous permettra de trouver un prix d'achat idéal afin d'acheter l'entreprise à un prix qui permettrait de battre le S&P 500. Donc, si tu ne connais pas l'entreprise, Ambev, c'est quoi? C'est une entreprise brésilienne qui produit et distribue principalement des bières, mais aussi différentes boissons, donc que ce soit des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des jus et de l'eau. Donc, c'est parti pour l'analyse de ces fondamentaux. Dans un premier temps, on va regarder son endettement. Donc, on va vouloir que celui-ci soit maîtrisé. Alors, pour ce faire, on va faire quoi? On va prendre ici son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, donc qui était de 2,89, donc 2,89, qu'on va multiplier plutôt par 5. Ça va nous donner 14 milliards 450 millions. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 14 milliards 450 millions. Donc on va aller ici dans son bilan comptable, on descend directement au niveau de sa dette long terme, donc qui est juste ici, et on est à 2 milliards 54 millions. Donc là, autant vous dire que l'entreprise est très faiblement endettée. Ok, on va regarder quand même au niveau de sa dette nette. Donc la dette nette, comment on la calcule? Ça va être la différence entre sa valeur d'entreprise qui est ici et sa capitalisation boursière. Donc ça nous donne ici 48,6 moins les 42,78, ça nous donne 5,82. Ça correspond à la dette nette de l'entreprise. Et donc, on va vouloir que cette dette nette puisse être remboursée aussi en moins de 5 années. Donc, on va diviser ces 5,82 par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années qui est juste ici, 2,89. Et là, on est à un tout petit peu plus de 2. Ça veut dire que l'entreprise pourrait rembourser l'intégralité de sa dette en moins de 2 années de free cash flow. Donc ce qui est excellent. Donc déjà, c'est un premier bon point. L'entreprise est faiblement endettée. Ensuite, on va regarder au niveau de ses indicateurs de rentabilité pour savoir si oui ou non l'entreprise utilise à bon escient l'argent qu'elle possède. Donc, on va regarder à la fois son ROA, retour sur ses actifs, son ROE, retour sur ses capitaux propres, et son ROIC, retour sur ses capitaux investis. Et ce qu'on va vouloir, c'est que ces métriques soient supérieures à 12%. Comme on peut le voir, c'est le cas pour le retour sur ses capitaux propres, mais on est légèrement en deçà pour son ROA et son ROIC. Honnêtement, un ROA et ROIC de 10,5%, ça reste quand même relativement convenable. C'est une métrique relativement bien lorsqu'elle dépasse, on va dire, les 8-9%. Donc, pour ma part, on est en deçà de ce que je recherche, mais ça reste relativement OK. Au niveau du dividende, l'entreprise verse un dividende. Ok, alors je vais juste regarder parce que je ne vois pas ici son rendement. Si, ok, il est juste ici. Donc verse un dividende donc plutôt généreux de 5,8% et elle a versé 2,49 milliards. Ce qu'on va vouloir, c'est savoir si oui ou non ce dividende est pérenne. On veut que l'entreprise l'augmente d'année en année. Donc pour ce faire, on va calculer en fait ce qu'on appelle le payout ratio. Donc 2,49, donc ce que l'entreprise a distribué cette année, divisé par son free cash flow moyen, pareil, toujours au cours des 5 dernières années, 2,89. Ce qui correspond ici à un payout ratio de 86%. Honnêtement, c'est un payout ratio trop important. Ça veut dire que l'entreprise actuellement utilise 86% de ses bénéfices pour distribuer un dividende. Ça veut dire qu'il ne lui reste plus que 14% pour réaliser quoi? Pour à la fois se désendetter, bon, comme on peut le voir, l'entreprise est faiblement endettée, donc ça, elle ne risque pas de le faire, pour racheter ses propres actions, pour réaliser des acquisitions et pour réinvestir en elle-même. Comme on a pu le voir, au niveau de ces indicateurs de rentabilité, ils sont un tout petit peu faits par rapport à ce que je recherche. Donc, l'entreprise ne sait peut-être pas forcément très bien utiliser ses capitaux pour les réinvestir. Elle va pas forcément les investir parce qu'elle sait que lorsqu'elle les investit, elle n'utilise pas forcément très bien son argent. Donc c'est peut-être pour cette raison que l'entreprise verse un dividende aussi élevé.
Mais honnêtement, 86%, ça reste bien trop important. Nous, ce qu'on recherche, c'est un payout ratio inférieur à 50%. Donc pour ma part, je trouve que c'est un point noir pour cette entreprise. Maintenant, au niveau de ses marges, donc une marge brute de 50%, ok, des marges nettes relativement importantes, aux alentours des 18%. Ok, maintenant on va aller regarder ses indicateurs de croissance. Donc on va vouloir que à la fois son chiffre d'affaires, son résultat net et son free cash flow soient en croissance au cours des 5 dernières années. Donc au niveau de son chiffre d'affaires, il est passé ici de 10 milliards à 16 milliards. Ok, donc ça c'est excellent. Maintenant, au niveau de son résultat net, 2 milliards 24, 3 milliards 06, nickel. Et maintenant, au niveau de son free cash flow, il est passé de 2 milliards 66 à 3 milliards 41. Ok, donc l'entreprise croît d'année en année. Elle l'a fait là au cours des 5 dernières années. Et comme on peut le voir, elle l'a fait aussi au cours des 10 dernières années. Ok. Maintenant, la dernière métrique que l'on va regarder, c'est le nombre d'actions en circulation. On veut que l'actionnaire ait toujours ses mêmes parts des bénéfices. Donc on veut que cette métrique soit constante ou en diminution dans le temps. En 2019, il y avait 15 milliards 730 millions d'actions en circulation. Cette année, 15 milliards 750 millions. Ok, donc on peut voir ici que l'entreprise dilue très légèrement, mais elle dilue ses actionnaires. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ok, donc on va regarder maintenant ce que pensent les analystes des prévisions futures. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup d'analystes à avoir regardé cette société. Ils s'attendent à une croissance ici du bénéfice par action, aux alentours des 10,5% et une croissance de son chiffre d'affaires aux alentours des 5,5-6%. Ok. Donc maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal pour battre un indice comme le S&P 500. Juste avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne. Donc, maintenant, moi j'ai réalisé ce type d'estimation. Donc vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Hop, voilà, on analyse tout ça. Donc je le rappelle, des estimations ici sur 10 ans. On descend et ça nous donne quoi? Ça nous donne ces chiffres. Donc 3 chiffres verts, 3 chiffres rouges. Donc on peut le voir que si vous pensez aux estimations, si vous croyez aux estimations les plus hautes, donc qui sont celles-ci, une croissance du chiffre d'affaires de 6%, des marges nettes de 20%, marge sur le free cash flow de 23%, un PER et PCF dans 10 ans de 17%, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15%, alors il faudrait acheter l'entreprise entre 2,88$ et 3,31$. Ok. Maintenant, si vous pensez aux estimations, par exemple, moyennes, celle-ci, et que vous achetez l'entreprise à son prix actuel, 2,70$, alors vous réaliseriez, si on prend en compte le free cash flow, un rendement de 13,5%. Donc comme on peut le voir, même pour les estimations faibles, vous réaliseriez quand même quasiment 9% de rendement. Donc vous serez quasiment, vous matcherez avec un indice de référence tel que le S&P 500. Donc il pourrait y avoir un coup à jouer avec cette entreprise. Cependant, le point d'attention que je vous regardiez, c'est celui-ci, au niveau de ses marges. Comme on peut le voir quand même, on voit que ses marges nettes ont diminué au cours des 10 dernières années. Pareil pour le marge sur le free cash flow, elles ont diminué. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'arrivée d'un concurrent et donc du coup l'entreprise a dû baisser l'ensemble de ses marges pour continuer à vendre ses produits? Je n'en sais rien. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et c'est pour ça, faites vos propres recherches, allez lire les rapports financiers de ces entreprises. Moi pour ma part, je vais faire des analyses un peu plus approfondies. Je vais mettre ici un prix d'achat, pas un prix d'achat mais un prix sur ma watchlist à 2,20$ et je continuerai à faire des recherches pour ça, pour comprendre en fait pourquoi les marges ont baissé au cours des 10 dernières années. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!